Je dois dire que si le thème est celui de la crise, vous n'allez pas être déçus parce que ce n'est pas de ça dont je vais parler. D'abord parce que je suis comme tout le monde, j'en ai par-dessus la tête de parler de la crise. J'en ai par-dessus la tête de parler de la crise. Et je me dis que comme je suis convaincu qu'elle va durer quelques années, au bout d'un certain temps, ça va finir par lasser. Donc ma réflexion sera plus sur le monde tel que je le vois et puis peut-être évoquer des problèmes plus spécifiquement français en réfléchissant en réalité autour de 6 mots qui sont les mots suivants. Je les reprends pour ne pas en oublier un. Le mot de réel, le mot d'incertain ou d'incertitude, le mot de contrainte, le mot d'erreur. Erreur, c'est pas synonyme avec économiste, mais ça n'est pas très loin. Ou démographe d'ailleurs, je dis ça pour si Hervé Lebras est là, spécificité et enfin intergénérationnel. Alors au fond, ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est l'idée que on ne sait pas grand-chose. Vous voyez bien que les économistes sont statufiés, ils font des diagnostics, nous traitons des thèmes les uns après les autres, mais sans bien voir ce dont il s'agit, avec simplement, et c'est ça qu'il faut comprendre, peut-être un clivage qui ne nous sépare peut-être pas obligatoirement Jean-Paul, qui est un très vieil ami, lui et moi, mais qui sépare beaucoup d'économistes, ceux qui réfléchissent, pensent que le cœur de la réflexion doit porter sur la finance, la crise, la finance. Vous voyez, ça a démarré, la crise aurait démarré en 2007, c'est-à-dire, je crois que c'était le 9 août 2007, avec le démarrage de la crise des subprimes, et puis ça serait développé. Et au fond, on serait en train de lutter pour sortir de cette crise en réglementant la finance, etc. Ça, c'est la première version. C'est pour partie vrai, mais ça n'est pas la version que j'ai. Et ceux qui croient que l'économie est toujours fondamentalement déterminée par des phénomènes d'économie réelle. Et au fond, pour aller très vite, parce que ça n'est pas le cœur de ce que je voudrais dire, mais ceux qui pensaient que la crise de 1930 était liée à la grande crise, était liée à un décalage entre la capacité de produire, vous vous souvenez les temps modernes de Charlie Chaplin, la capacité de produire de manière très efficace et le fait que donc l'offre et que la demande, c'est-à-dire les salaires, ne correspondaient pas et qu'il fallait trouver des modes d'ajustement qu'on baptisera par la suite le Fordisme, c'est-à-dire faire que ce problème incroyablement compliqué pour les politiques et les économistes, faire coller au niveau global une offre et une demande. Ma conviction, plus argumentée que ce que je vais vous dire, c'est que la crise dans laquelle nous sommes est au fond le produit du transfert massif, unique dans les 2 siècles que nous avons connus, depuis la révolution industrielle, transfert massif d'activités des pays disons de l'OCDE vers les pays émergents. Nous avions connu beaucoup de délocalisation. Le mot délocalisation est un mot qui a été très employé. Vous vous souvenez, il y avait les histoires du textile dans les années 70. Tout ça est banal. Ce qui est très étonnant et ce qui est très surprenant, c'est la violence, la force, la rapidité, la concentration de ces transferts d'activités. Et comme ceci touchait massivement des populations, je vais très vite, mais parce que ce n'est pas le cœur de ce que je veux dire, mais comme ceci touchait des populations non qualifiées, qui étaient en compétition directe avec les non qualifiés des pays émergents, qui finalement se substituent à eux, on a transféré, soit en privé, l'endettement privé, soit en public, l'endettement public, assez largement des financements qui sont donc bien la conséquence de la crise d'économie réelle. Et ce que je dis, ça n'est pas, là je pourrais le développer pendant aussi longtemps que les économistes sont capables de développer des choses, c'est-à-dire ils sont très bavards et longs, mais le cœur de mon problème, c'est de dire, si vous réfléchissez comme ça et si vous me suivez quelques minutes sur cette manière de penser, la manière dont on doit traiter les thèmes ne peut pas être doit évidemment intégrer tout ce que Jean-Paul va dire, et je m'incline à l'avance sur ce que je suis plein d'admiration pour tout ce qu'il dit, mais le cœur du sujet, c'est bien évidemment de traiter le problème de l'économie réelle. Donc vous ne pouvez pas penser le monde tel qu'il est si vous n'avez pas en tête la manière dont cette économie va retrouver des équilibres d'offres et de demande à l'échelle mondiale ou par grandes zones. Et c'est ça, je dirais, la différence majeure. Alors à partir de ce moment-là, vous pénétrez dans ce que les conjoncturistes appellent les prévisions.
vous avez beaucoup d'économistes qui vous disent, depuis on va dire 2007, c'était un premier choc, mais personne n'avait compris que c'était aussi important. 2008, ça commence à devenir très brutal. Il y a la fameuse crise de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. 2009, il est de l'année terrible. Des politiques très actives de relance. Et finalement, à partir de 2010, tout le monde commence à dire on sort de la crise, on sort. Alors, ceux qui ne souhaitent pas employer le mot crise disent on sort, ça y est, l'économie se dynamise. Juste en arrivant, je relisais avec délectation des papiers de conjoncturistes. Il y en a des milliers. Et comme il faut bien qu'ils gagnent leur vie, ils expliquent forcément que ça va changer. Si vous expliquez que rien ne change. Et vous voyez, pour la raison pour laquelle la crise ne m'intéresse pas, c'est que la crise telle qu'elle est, elle est en fait effectivement maintenant très largement dominée, et sa sortie dominée par des phénomènes de nature d'endettement, public et privé. On va voir à quel point ils sont maltraités, mais c'est un autre sujet, ça pourrait être bien traité. Et personne ne sait quand cette phase de deleveraging ou de désendettement privé et public prendra réellement fin. Donc, ce qu'on peut appeler la sortie de crise, si je me situe dans ces termes, si j'utilise le terme de crise en disant que c'est un terme qui est lié à l'endettement public et privé, eh bien, mon interrogation porte sur quand est-ce que, finalement, j'en sors. Je sais que l'économie américaine commence à se désendetter assez significativement, le désendettement privé qui avait été sa réponse aux difficultés de conjoncture, et que notre désendettement public, ben vous le savez, il augmente, non, pardon, je veux dire des choses politiquement incorrectes, il diminue de manière très significative, puisque je crois que nous sommes arrivés à 4,8. Oui. Ah, c'est bien ça. Tu ne changeras pas d'avis tout à l'heure. 4,8. Donc, en réalité, le cœur de cette réflexion est assez inutile, car je sais à l'avance ce qu'ils vont dire. On prend un semestre et on vous dit le second semestre, ça va redémarrer. La réalité, c'est que la conjoncture économique, il faut simplement l'avoir en tête. Les très belles années, la croissance mondiale a été d'environ 5%, assez largement tirée par ces phénomènes doubles d'activité très forte des pays émergents et de soutien de la consommation dans les pays dits développés, pas tout simplement parce qu'il y avait cet endettement privé et public. Tout ça, donc, c'est 5%. Il y a eu tous ces phénomènes à partir de 2007. Et quand vous regardez de très près le problème, si vous lisez un conjoncturiste, et il y en a des bons, vous vous apercevez qu'il vous annonce que 2013, le deuxième semestre 2013, commencera à mieux se porter que le premier. Si vous notez bien, si vous avez gardé soigneusement les autres documents, vous apercevez que semestre par semestre, c'est toujours ce qu'on vous a dit, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas le savoir. Dites-vous bien que celui qui sait à peu près ce qu'est la conjoncture 2013, ça peut être un bon économiste. Celui qui vous parle de 2014, c'est un escroc. Et que personne ne sait ce que sera l'année 2013. Alors, très rapidement, je vous disais 5%, on a en gros diminué de moitié. La conjoncture mondiale n'est pas négative, hein, elle est négative dans nos pays, mais elle est en réalité toujours de l'ordre de 2,5. Elle est simplement à regarder de très près sur... Je ne vais pas vous faire un truc de conjoncture, mais de manière très soigneuse. Il y a un chiffre qui pour moi importe, c'est le fait qu'il y a eu quand même une dégringolade du taux de croissance du commerce mondial, puisqu'on est passé à des plus de 10, à quelque chose qui cette année est de 2%, et on nous annonce que l'année prochaine ce sera 3%, enfin peu importe. On est donc, en gros, on a divisé l'évolution et la croissance du commerce mondial par 4, ce qui explique à la fois la faiblesse de la conjoncture en Europe, ça c'est du connu, c'est même du petit dépressif, les difficultés à venir pour nos amis d'outre-Rhin, le relatif ralentissement de la conjoncture chinoise, sur lequel on a beaucoup de choses à dire, mais quand on observe, je regardais hier les chiffres d'évolution de la demande de matériaux et de pétrole chinois, on s'aperçoit que c'est plutôt en ralentissement assez significatif, ce qui veut dire quand on dit ils sont repartis sur taux de croissance de 8-10%, ça c'est du pipeau. Et en réalité, la France est dans cette situation que nous avions prévue, puisque on est quelques-uns à avoir été assez, je crois, lucides, c'est-à-dire que la croissance sera négative cette année et que rien ne permet de parfaitement comprendre quel serait le mécanisme qui permettrait de redévelopper l'activité de manière très significative l'année prochaine.
On va y venir quand on va parler d'Europe, mais en gros, c'est 2,5. L'année prochaine, ce sera 2,5, 2,6, pour que ça fasse plus sérieux. Et c'est un monde d'incertitude absolue. L'incertitude très liée à la politique budgétaire américaine qui est loin d'être réglée, puisque les chiffres ne sont pas négatifs et nuls. Si le plan, l'accord entre les républicains et les démocrates se fait, c'est quand même au minimum de 100 milliards de dollars qui sont prélevés sur, en réalité, la consommation des ménages américains. Donc, c'est pas ça, évidemment. Or, nous, on considère que ça représente environ 0,5 de croissance. Et en Europe, le problème est un problème qui est un problème bien connu j'allais dire, financièrement, de crainte, de difficultés, de ralentissement du commerce mondial, de fait que l'Allemagne ne se porte pas si bien que cela. Et donc, on va tourner, tangenter toujours autour d'une croissance atone, ce qui n'est pas formidable. Et donc, de ça, après vous avoir dit économie réelle, je vous demande de dire, quand on est dans cette perspective-là, on essaie de comprendre quelles sont les contraintes de l'économie réelle qui vont apparaître, c'est mon troisième mot, quelles sont celles qui vont déterminer le monde tel qu'il va se fabriquer. Et au fond, cette période d'1 an, 2 ans, 3 ans, qui est celle de réajustement des mécanismes financiers, si ça a lieu, mais ça aura lieu, au fond, personne ne peut dire avec grande certitude qu'on a une datation, un process en cours qui permet d'y voir clair sur ce qui va se passer. Et donc, nous resterons dans ces phases difficiles pour la partie européenne. Alors, moi, j'en arrive à ce qui, moi, m'intéresse. Et vous allez voir qu'on va progressivement revenir sur la France, parce que je donne l'impression d'une sorte d'impuissance absolue. Je suis un optimiste, donc je ne crois absolument pas qu'on ne peut rien faire. On peut accélérer les choses, les renforcer, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la manière dont un pays comme le nôtre, dont la trajectoire macroéconomique depuis 10 ans, donc ceci n'a pas grand-chose à voir avec des changements de majorité, depuis 10 ans, c'est assez clair, on voit les changements d'évolution à partir de l'an 2000, mais on pourrait même imaginer que enfin bon, peu importe, c'est assez ancien. Cette trajectoire qui est une trajectoire dramatique, comment on peut la faire évoluer? Mais pour ça, il faut, troisièmement, comprendre le monde dans lequel nous allons rentrer. Pas celui qu'on décrit, c'est-à-dire on vous dit tout va se passer en Asie, formidable, etc., il y a les délocalisations, etc. Ça, c'est un discours, à mon sens, qui est un discours déjà dépassé, mais ce qui va se passer maintenant. Alors, je ne peux pas m'empêcher, et comme je ne la connais pas par cœur, de vous la donner, la principale des contraintes, pour moi, mais je m'abrite derrière un grand homme qui était Braudel. Je m'abrite derrière lui parce qu'il a résumé exactement ce que je pense depuis 40 ans que je fais de l'économie. Il dit, à court terme comme à long terme, à l'échelle des réalités locales comme à celle des grandes, à l'immense échelle du monde, tout est lié au nombre et à l'oscillation de la masse des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous interrogez sur qu'est-ce qui est fondamental aujourd'hui, au-delà, alors il y a évidemment le problème de j'allais dire, de la définanciarisation que tout le monde appelle de ses voeux, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais le problème de fond, c'est celui de ce que, au fond, on appelle de manière banale le vieillissement. Le vieillissement, pour bien comprendre en ordre de grandeur, si j'en donne une définition très, j'allais dire, compréhensible, c'est tout simplement le fait que l'âge moyen d'une population a tendance à augmenter de manière significative. Pour ça, si c'était juste une légère augmentation, on n'en parlerait pas. Pour un pays comme la France, on va passer on va augmenter de 10 ans en une vingtaine d'années. Donc ce sont des phénomènes majeurs. Et pourquoi ils sont majeurs dès aujourd'hui? Ils sont majeurs parce que on traite toujours du sujet. En réalité, c'est un prélèvement sur la création de richesse qui est très important. Lorsqu'on regarde ce que va coûter à la fois l'augmentation des dépenses de santé,
Quand on regarde ce que va augmenter les dépenses de retraite, il y a des milliers de chiffres, comme je travaille là-dessus, je ne vais pas vous ennuyer là-dessus, mais on peut considérer qu'on va gagner, on va avoir le poids dans le PIB des dépenses liées au vieillissement qui vont s'accroître, on va dire de 5 points, ce qui est absolument gigantesque, 5 points, pour un peu plus de 30 points pour la protection sociale. Donc c'est très important, mais ce n'est pas ça qui est important, en fait. Ce qui est important, c'est que le monde, me semble-t-il, va changer de régulation sur un point et va être confronté à une interrogation majeure sur un autre point. Le premier point, c'est que pour que nous arrivions à nous en tirer, si vous pensez que nous sommes bien dans une crise, l'économie réelle, on ne va pas refaire des vapocraqueurs, on ne va pas refaire de la sidérurgie, on ne va pas refaire de l'industrie traditionnelle. On va imaginer, développer, construire des processus de production, développer des capacités d'activité, des secteurs entièrement nouveaux. Ceci, évidemment, se traduit par un besoin d'investissement qui est massif. Et donc, cette décision ou ces volontés d'investissement, qu'ils soient dans les pays développés pour tout simplement recréer ce que dans ma jeunesse on appelait une base productive, tout simplement créant de l'activité, mais que ce soit aussi dans les pays émergents pour créer les infrastructures nécessaires. J'entendais on parlait de l'Inde ce matin, à un moment, et on évoquait le fait que l'Inde était un pays qui va croître, mais il y a quand même du boulot, comme on dit, sur leurs infrastructures. Donc on va avoir partout dans le monde un besoin massif d'investissement. Et l'énigme auquel tous les économistes sont confrontés depuis 2 siècles, c'est sur leur interrogation, c'est comment s'équilibre l'investissement souhaitable, qu'ils souhaitent, dont ils pensent qu'ils peuvent le rentabiliser, soit à titre privé, soit à titre collectif, les infrastructures, et l'épargne disponible, qui, au fond, est celle qui est dégagée et qui va pouvoir s'investir. Si vous continuez toujours sur cette réflexion, vous vous dites, il y a quelque chose qui change, tout simplement parce qu'on vient de parler de vieillissement et on vient de parler aussi de pays émergents. Les pays émergents, on se dit, quand je dis nous, moi je fais partie du nous, on se dit de manière évidente d'ailleurs que la caractéristique, le bouleversement en 10 ans, tout ça s'est fait très rapidement, c'est le fait que le monde des pays émergents a vu apparaître une classe moyenne importante, etc., qui avait besoin de consommation. Donc, les 50% d'épargne que faisaient les pays émergents, ces 50% vont évidemment diminuer. Et nous, pays qui allons être soumis à un vieillissement extrêmement brutal, la principale caractéristique du vieillissement, c'est que ce sont plutôt les générations, disons, matures, qui ont entre leurs mains les moyens d'épargne, c'est eux qui ont le patrimoine, et que ce patrimoine, évidemment, ils le gèrent avec ce que nous appelons traditionnellement la version risque. C'est-à-dire que vous allez avoir, de manière simultanée, 2 phénomènes majeurs qui sont à la fois ce besoin formidable d'investissement, avec une épargne qui, elle, au niveau mondial, va se raréfier, ou plus exactement, cette épargne qui restera peut-être au même niveau, mais qui ne rejoindra pas l'investissement, tout simplement parce que cette épargne préférera se mettre dans des investissements ou dans des dépenses qui sont en fait sans risque. Moi, si on m'explique que je dois mettre, je suis jeune, très jeune, mais si on m'explique que il faut que je mette de l'argent dans du private equity et que la rentabilité est vraisemblable, les rendements, ou qu'on me rendra de l'argent dans une vingtaine d'années, j'ai une légère hésitation, que vous comprendrez tous. Donc c'est ça le problème majeur. Premier, au-delà de tout ce qu'on vous dit, toujours vieillissement, c'est 5 points de PIB, c'est horrible, c'est la santé, je pense au contraire que c'est une bonne nouvelle. Mais simplement, il faut savoir comment la santé et la retraite sont en réalité transformées en consommation, en investissement. Donc je ne partage pas du tout ce point de vue. En revanche, le vieillissement me pose 2 problèmes, nous pose un premier problème qui est celui de cet équilibre investissement-épargne, ce qui me conduit à penser que l'épargne, contrainte numéro 1, sera la ressource rare au-delà de toute autre ressource rare. Il y aura peut-être même presque plus d'air pur que d'épargne. Et moi, j'aimerais qu'on arrête 5 minutes de parler d'air pur et qu'on parle un tout petit peu d'épargne, puisque je pense que l'avenir du monde se joue là-dessus. Et puis, deuxième aspect, je fais partie de ceux, alors c'est pas très facile à démontrer, Rogoff
qui est un homme que nous admirons tous, a lancé le débat. Moi, je crois que c'est vrai. Je pense qu'en réalité, quand vous regardez l'histoire du monde au départ occidental, parce que la Chine c'est autre chose, mais le monde occidental, il a eu des phénomènes d'accélération de progrès technique. La progrès technique, c'est les 2 tiers de la croissance. C'est ça qui fait la croissance. Et quand vous démarrez de manière un peu arbitraire, mettons, à la machine à vapeur de Watt, en 1783, enfin, peu importe, vous apercevez qu'il y a des moments où il y a une accélération du progrès technique. C'était la machine à vapeur, après ça, c'était l'électricité, le moteur à explosion, les trucs, le BINS, l'atome, le numérique, etc. Et ma conviction, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a ralentissement du progrès technique. Alors, on le regarde sur des indicateurs qui ne sont pas très bons, parce qu'on constate que la productivité globale des facteurs a tendance à diminuer dans nos pays, mais on peut trouver d'autres explications. Donc, ma conviction, c'est que l'IPAD, que nous regardons tous avec admiration, mais c'est quand même pas ce qu'on appelle une véritable révolution technique. Et si je prends tous les thèmes, l'énergie, l'agroalimentaire, je m'interroge sur les bouleversements qui sont attendus. Et donc, je me dis que la révolution, le progrès technique, va réapparaître comme il apparaît toujours. Enfin, du moins, je l'espère. De manière assez brutale, coordonnée, avec des tas d'innovations qui apparaissent. Et au fond, si on croit, vous me suivez encore sur ce point-là, vous vous apercevez donc il ne s'est moins développé dans les 15 dernières années, il va réapparaître, mais personne ne sait ni qui l'aura, ni qui va le maîtriser, ni qui va l'utiliser, ni qui va en faire sa capacité de rebond. C'est la raison pour laquelle je ne regarde l'Europe et nos pays de manière interrogative. Mais je ne suis pas dans ce discours qui consiste à dire c'est râpé, c'est fini. Simplement, je reviens au vieillissement et il est clair qu'une société vieillissante, même si certains seniors sont en pleine forme, même au premier rang, deuxième rang, enfin, c'est normal, c'est des problèmes souvent d'audition. Même si on peut penser tout ce qu'on veut de la capacité des seniors d'être totalement intégrés, il se trouve que l'innovation est quand même plutôt portée par les générations qui arrivent. Et donc, vous êtes obligé de penser, le temps que vous suivez, je vais aller vite parce que je suis capable d'aller jusqu'à 5 heures, donc j'ai 3 autres mots. Donc oui, non, il y a en plus ce qui raconte est autrement plus intéressant. Donc, si vous le suivez, vous êtes obligé de penser l'avenir de nos pays, non pas exclusivement en pleurnichant sur le fait que la Chine, ils ne sont pas gentils, etc., mais sur le fait que ce sont les 2 contraintes qu'il faut penser, imaginer. Et quand vous voyez aussi que la faiblesse des activités en Europe, notamment, il y a un très beau rapport de McKinsey sur ce point-là. Le monde, de manière évidente, c'est la faiblesse d'investissement, plus des sociétés vieillissantes. Pour les vieillissements, plus faiblesse d'investissement, vous êtes sûr du résultat. Donc, vous avez l'explication, en réalité, de ce ralentissement, de cette difficulté, qui, pour nous autres économiques, est tragique. Car si on suivait cette ligne, le mot magique que nous employons, qui est la croissance potentielle, est considéré comme extrêmement faible. Alors, Artus, qui adore dramatiser un peu les choses, nous la met à 0 pour la France. C'est peut-être un peu excessif, mais ça se vend mieux. Mais je dirais qu'elle est, en tous les cas, incapable d'être en situation d'absorber, de créer, de développer finalement de l'emploi pour les uns et pour les autres. Et l'autre jour, je dois dire que j'étais pas loin d'ici dans un débat avec le président d'Attac, qui est un type extrêmement sympathique, mais moi, je suis assez diplomate, donc je hochais la tête avec beaucoup de sympathie pour tout ce qu'il disait, jusqu'au moment où il a dit « mais de toute façon, il n'y aura plus jamais de progrès technique, ni plus de croissance ». Là, je dois dire que ça m'a flanqué un coup, et j'ai été obligé de dire « je ne suis pas tout à fait en accord avec ce que tu viens de dire ». Quatrième mot, le mot « erreur ». Alors, je vais très vite, c'est l'affaire européenne. Il y a quand même, chez les économistes, on doit quand même être... On est comme les démographes, en termes de capacité de se tromper. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Hervé, ou si tu ne l'as pas dit, je le dis à ta place. Il l'a dit, oui, il l'a dit. C'est quand même cette affaire du multiplicateur fiscal, c'est extraordinaire. On a quand même vécu avec des prévisions macroéconomiques du Fonds monétaire qui reconnaît ses erreurs.
Blanchard, le patron économique, l'écrit noir sur blanc, page 70 ou 71, en disant on s'est trompé parce qu'on n'avait pas du tout imaginé que, au fond, la baisse des dépenses publiques pouvait entraîner un impact aussi fort sur la réduction de la croissance. Et donc on est passé en réalité de 1 à 2 sur l'impact qu'avait une réduction de dépenses publiques ou une augmentation de la fiscalité. Ce qui, pour des vieux économistes comme moi, permet de relativiser définitivement ma discipline. Et les chiffres qu'on peut en tirer. Donc l'affaire européenne est débile, c'est-à-dire que ça fait maintenant 2 ans. Lorsque nous disons, en regardant nos grands-parents ou parents, nous disons quand même en 1930, quand même que d'erreurs, mais que d'erreurs. Comment ont-ils pu faire ça? Quand on regardera ça, quand nos enfants, petits-enfants regarderont la période actuelle, ils regarderont la politique européenne aujourd'hui, ils se rendront compte à quel point c'était... Mais j'ai pas le temps de le développer, mais je vais revenir après sur la France. Mais c'est tout simplement insensé et surtout fondé sur des chiffres faux, sur des appréciations qui sont inexactes, sur des calculs qui sont mal fournis. Enfin, bon, tout ça va de... Tu es d'accord sur tout? Ouais. Il y a certains économistes, néanmoins, qui ont dit l'inverse de ça. Oui, donc, évidemment. Bon. Alors, la France, dans cette affaire, je vais très très vite et je vais peut-être vous suggérer une proposition. La France, elle a une spécificité, elle a non pas de vieillissement, donc elle a 2 atouts majeurs. Elle a un atout qui est sa jeunesse. On a beaucoup parlé de la démographie, mais je pense que c'est un atout. Et je veux dire, c'est une société qui a des jeunes, si on arrive à les former, si on arrive à... C'est quand même évidemment quelque chose de positif. Et elle a, en réalité, une épargne des ménages, parce que le reste n'est quand même pas top. Mais une épargne des ménages qui demeure importante et qui, au fond, l'un et l'autre, sont des atouts. Simplement, en même temps que nous avons une jeunesse importante, nous avons une génération qui est averse au risque et qui donc est propriétaire d'une large partie de ce patrimoine, de cette épargne, et qui donc se dit, je préfère des OAT que de développer une société de je sais pas quoi, moi, de biotechnologie au 1000. Donc c'est ça la réalité. Donc vous voyez bien le sujet, en réalité le sujet macroéconomique, il est celui-là. Et vous voyez que la société française, elle est complètement figée parce qu'elle vit en réalité une transition qui n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire c'est formidable ou c'est terrifiant, il y a la mondialisation. Mais ce n'est pas ça le sujet. Il y a une mondialisation, en réalité, elle va vraisemblablement un peu décliner dans son intensité parce que les blocs vont se raidir, les États-Unis vont un peu se crisper. Tout ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les 2 contraintes que j'évoquais, c'est-à-dire comment notre bloc européen et notre pays peut utiliser ces 2 atouts et les utiliser de manière astucieuse. Et moi, je pense que... Alors, il y a dans cette affaire, évidemment, des solutions qui supposent qu'on dise, au fond, les choses de manière assez simple. J'ai horreur de ces mots, on va dire la vérité, tout ça. Enfin, bon, dans certains cas, il vaut mieux dire la vérité, mais... pour l'économie, ce sont des mots inutiles. Je préfère qu'on dise on a une estimation à peu près exacte, intellectuellement fournie de ce que sera l'évolution macroéconomique de notre pays. On va avoir 2 à 3 années qui sont des années difficiles, avec des croissances faibles, donc une réduction du PIB par tête d'habitant. Donc il faut arriver à faire, mais de manière transparente, claire, organisée, pas le désordre dans lequel on est aujourd'hui, de la protection des non-qualifiés de nos pays. On a parlé tout à l'heure de pauvreté, on a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur des politiques qui ne marchent pas bien. On a 15% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, voilà ce qu'il faut faire. Il faut dire, premier truc, voilà en gros la trajectoire qu'on va suivre. On a une trajectoire qui a 0, 0,5, il faut qu'on arrive à remonter à 2, peut-être un peu plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut investir? Qu'est-ce qu'il faut former? Et qu'est-ce qu'il faut protéger pendant ces 3 années qui vont être difficiles? C'est ça le cœur du sujet. Et donc, mon idée, mais que beaucoup d'autres ont, donc elle n'a rien de particulièrement original, encore que, c'est l'idée que, comme tout est bloqué, mais c'est un peu dans le livre,
au fond, si on arrive à remettre l'accent sur tous les sujets à travers l'intergénérationnel, à travers tous les sujets, on doit pouvoir traiter des problèmes j'allais dire, des principaux problèmes, c'est-à-dire à la fois la compétitivité de notre pays, qu'il faut quand même, c'est pas d'une difficulté énorme, il faut à la fois plus investir, il faut à la fois plus faire de recherche, il faut baisser le coût chargé du travail. Donc c'est difficile, c'est très facile de dire il n'y a qu'à Faucon, mais dans la réalité, le problème intellectuellement, c'est celui-là, il faut voir comment ça s'arrange. Juste un chiffre pour que vous les gardiez en tête, et je termine dans une minute. Une minute, c'est l'idée, je voyais l'ambassadeur de Suède à Paris, et il me dit, comment veux-tu que vous vous débrouillez? Nous, la Suède, qui est un pays exceptionnel à observer dans les deux crises. C'est le seul pays qui a traversé les deux crises, celle de 1930 et celle de l'actuelle, sans difficulté majeure. 1930. Toujours des politiques très imaginatifs, il me dit, nous faisons 3,7 points de PIB en R&D. 3,7 et nous, on doit être, bon, si on met tout le monde, enfin, on fait le truc à la louche, disons un peu plus de 2. C'est clair qu'on ne peut pas à la fois dire, comme le disent tous les membres du gouvernement, parce qu'ils emploient souvent les mêmes mots, c'est les gammes, on n'est pas suffisamment en haut de gamme pour les bagnoles, c'est clair, hein, et à la fois pas investir en recherche et développement. Donc il faut faire ce truc-là. Trouver un équilibre sur la protection sociale, et trouver l'équilibre, c'est à la fois, alors il y a une variable clé, c'est l'âge de départ à la retraite, sur lequel on tourne depuis 10 ans, mais sur lequel évidemment il faut en tout cas trouver une sorte de donnant-donnant. Et ma conviction, mais ça c'est juste la technique, enfin c'est une manière, je pense que si on faisait une retraite, c'est très compliqué à faire, il faut prendre du temps, mais une retraite par points, on sortirait ce poison de la société française qui est le problème des retraites, où chaque Français pense que son voisin est mieux traité, surtout si son voisin se trouve être un ancien de la SNCF, donc c'est l'ennemi à abattre. C'est vrai que d'ailleurs, c'est pas totalement faux. Bon, enfin, c'est vrai que c'est... Donc tout ça pour dire que, deuxième sujet, troisième sujet, c'est comment on utilise cette épargne. Alors, vous voyez bien qu'aujourd'hui, pour faire de l'épargne utile, il faut à la fois que l'épargne soit longue, c'est notre assurance vie, peut-être un peu modifiée, et il faut qu'il y ait une vraie incitation à investir et non pas à le mettre en OAT. Donc il faut trouver des astuces, et c'est le rapport Berger-Lefebvre qui est, je trouve, très très bien. Maintenant, il faut qu'on s'y mette. Et puis moi, je mets dans la protection sociale, j'ai une variable marché du travail. Je pense qu'il faut inventer, et pour les seniors, et pour les juniors, enfin les jeunes, des modalités à la fois de contrats uniques, et à la fois de modes de rémunération qui doivent être repensés. Je trouve par exemple que, je vous en donne un exemple, les cumuls emploi-retraite, qui sont en fait le fait que les gens continuent exactement le même boulot, mais la rémunération est partagée de manière différente. C'est une bonne illustration du fait qu'il faut arriver à partager la rémunération dans l'avenir, de manière à conserver les gens plus longtemps, mais pas au chômage, puisque l'argument, sinon, les syndicats me disent, tu comprends, tu veux bien. Et pour les jeunes, je suis très très favorable à l'idée qu'on supprime tous les stages, les trucs, les CDD, les ceci, qui sont évidemment une manière de créer une espèce d'angoisser les jeunes, mais avec des dispositifs qui engagent sur les évolutions de rémunération, mais qui permettent des embauches plus rapides, plus des charges beaucoup plus larges, beaucoup plus légères. Voilà donc un peu tout ce que l'on pourrait dire sur cette affaire. Donc, et je termine sur le dernier mot, je crois que dans cet univers que j'ai essayé de brosser, non pas de manière peut-être pas convaincante, mais en tout cas un peu différente de la manière dont on le présente quotidiennement, c'est-à-dire à travers la crise, le truc, le BINS, enfin tout notre baratin habituel, je trouve que si on repensait ça en se disant... Si, mettons, M. Hollande, qui est président de la République, se disait j'annonce qu'il y a 3 ans difficiles et je protège ceux qui sont dans les situations les plus fragiles parce que c'est très important. On ne peut pas, par exemple, comprendre, je termine là-dessus, l'évolution, la chute de l'année du deuxième trimestre 2011 si on ne comprend pas que la mondialisation a créé ces populations très importantes de non qualifiés qui sont plus ou moins en chômage, en état de demi-pauvreté, et pour qui il suffit qu'il y ait un accroissement du prix de l'énergie ou du prix des matières premières agricoles pour qu'ils arrêtent dans la seconde qui suit la consommation et leur comportement. On ne peut pas comprendre, souvenez-vous bien, deuxième trimestre 2011.
Moi, j'adore la conjoncture quand elle est vue, c'est celle du passé. Parce que là, on se trompe moins. Et donc, je crois que s'il disait ça, s'il disait, on va essayer de... Mais vraiment, là, il faudrait l'inventer. On va essayer de poser la question en tirant sur nos deux fils, la jeunesse et l'épargne, et en essayant de faire que ce soit... en réalité, une manière plutôt de pousser les gens à bosser et plutôt pousser les gens à investir, les vieux à investir, les jeunes à bosser, et en les accueillant, on devrait pouvoir s'en tirer et se remettre sur une trajectoire qui soit favorable. C'est en tout cas ce que je souhaite. Je vous remercie.